BDO. L'entrepreneuriat en soi, c'est quand même de l'audace. Alors nous, je pense qu'on n'a jamais considéré les femmes comme une tendance. Si tu es là pour reproduire le millième, énième modèle qui existe déjà, ne sois pas entrepreneur, reste chez toi. Tout n'est pas du tout à l'arrêt en fait. Chez aucun de nos clients ressenti un gel d'une politique D&I. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux femmes qui ont décidé de faire bouger les lignes là où elles résistent encore le plus, au sommet des entreprises. Sarah Huet et Alexia Books sont les cofondatrices de Female Agency, le tout premier cabinet de chasse de tête en Europe dédié exclusivement au recrutement de femmes au poste de direction. Elles partent d'un constat simple mais implacable. En 2025, seules 4 femmes dirigent une entreprise du CAC 40 et moins d'un quart des membres des COMEX sont des femmes. Le vivier de femmes capables de diriger a pourtant jamais été aussi riche, mais les règles du jeu restent souvent pensées par et pour d'autres. Et c'est précisément ce que propose A Female Agency, constituer des viviers 100% féminins, accompagner les entreprises dans leur stratégie de parité et surtout permettre à 10 000 femmes d'accéder au poste de direction d'ici 2030, un défi gigantesque mais essentiel. Dans cet épisode, on va parler de leur trajectoire, de leur engagement, mais aussi des coulisses du pouvoir. Pourquoi les entreprises peinent-elles encore à féminiser leur COMEX ? Qu'est-ce que la juste discrimination positive et comment dépasser les stéréotypes de genre sans tomber dans le féminisme de vitrine ? Elles nous livreront aussi leur vision du leadership, leur méthode de coaching et les freins invisibles qu'elles combattent au quotidien pour transformer l'économie. Je suis très heureux de les recevoir. Bonjour Sarah, bonjour Alexia. Bonjour. J'aime bien commencer les podcasts par présenter quand même les invités et puis comprendre. Je crois que vous avez eu de toute manière toutes les deux une vie avant Female Agency. Donc voilà, est-ce que Sarah, tu peux peut-être commencer par te présenter, un peu nous dire qui tu es, d'où tu viens, dans quel environnement tu as grandi et qu'est-ce que tu as fait dans la première phase de ta vie. Je m'appelle Sarah Huet, j'ai 40 ans. Je viens de province, je viens de Reims. Donc j'ai des parents qui n'étaient pas entrepreneurs. Moi, je suis aussi entrepreneur sur le tard. On pourra y revenir et voir un peu les pros and cons d'une arrivée tardive sur l'entrepreneuriat. Et avant de rencontrer Alexia et de monter Female Agency, donc il y a 4 ans maintenant, j'ai eu un parcours qui était assez diversifié. J'ai fait une école de commerce donc classique. Et après, j'ai eu une expérience dans le conseil, proche des activités de BDO, donc grand cabinet de conseil et d'audit pendant 4-5 ans. Et puis j'ai rejoint un de mes clients de l'époque sur des fonctions internationales. Donc moi, mon rêve, c'était de partir à l'étranger et de faire et de découvrir en fait des cultures du travail qui étaient différentes de la mienne. Et j'ai fait ça avec le groupe Thales, puis après avec le groupe LVMH pendant une petite dizaine d'années, 5 ans dans chaque entreprise, au sein d'une direction qui est l'audit interne. Donc, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est des équipes qui partent sur le terrain pour échanger avec les équipes sur place, voir ce qui va pas, et puis proposer de l'amélioration continue. Donc, ça faisait un petit peu le lien avec le conseil et mon activité de consultant terrain. L'audit et le conseil, ça mène à tout, ça mène à derrière. Tout. C'est ce que je dis à tout le monde. Tu avais déjà une sensibilité pour le sujet d'engagement Engagement féminin, à ce moment-là, ouais. Absolument pas. Moi, j'ai rejoint un groupe Thales qui était composé beaucoup d'hommes, ingénieurs, X, moyenne d'âge 47 ans à l'époque. Ça n'a pas beaucoup évolué encore, même s'ils font beaucoup d'efforts. Et en fait, à la fin de ma trajectoire chez Thales, j'avais un peu de difficulté à me dire mais c'est quoi la suite pour moi. Donc c'est un petit peu là quand même où j'ai senti que il y avait beaucoup moins de femmes. J'avais suivi mon ex-directeur qui était en charge des pays émergents et d'un grand plan de croissance sur l'Asie-Pacifique. Et à ce moment-là, je voyais plus trop la suite de l'histoire pour moi chez Thales. J'ai rejoint LVMH, qui était un groupe plus féminisé sur des fonctions toujours de process, d'orga. J'ai passé 4-5 ans chez LVMH. J'étais pas encore, je voyais pas encore ce fameux plafond de verre dont on va s'en reparler.
J'ai après évolué dans l'équipe du digital, en fait, qui venait juste de se créer chez LVMH, où j'ai rejoint quelqu'un qui est devenu assez iconique, qui s'appelle Ian Rogers, qui était l'ancien patron d'Apple Music dans la vallée, que Bernard Arnault avait débauché pour monter cette équipe digitale. Le luxe, c'était un des grands secteurs qui ne s'était pas encore fait disrupter il y a une petite dizaine d'années. Et puis, Yann est arrivé, j'ai rejoint l'équipe, parce que moi, je connaissais très bien le groupe en ayant fait de l'audit interne. Et à ce moment-là, je voyais toujours pas le problème. Ça va venir après. Donc j'accélère un peu, je passe 4 ans dans cette équipe. Je découvre vraiment toute la French Tech, les enjeux d'investissement aussi. Je travaille un peu pour l'équipe aussi de BA sur les sujets d'investissement qui s'appelle Aglaé Venture, avec qui on a toujours de super bons contacts. Et là, moi, mon ambition, c'était... là, quand même, je me dis... j'ai envie de devenir entrepreneur. Ça commence à me titiller parce que je suis au contact d'entrepreneurs. C'est au moment où tous les grands groupes commencent à faire des initiatives avec des startups. Et à ce moment-là, je me dis, ouais, c'est quand même, ça a l'air cool, plus agile, plus d'espace, plus de liberté. Et ça commence à me titiller et je suis un peu rattrapée par la patrouille parce que je suis dans un programme de mentorat avec Techstars, qui est un accélérateur américain, et Partech, qui est un grand fonds d'investissement transatlantique. Et Partech me propose une opportunité que je peux pas refuser. Donc je rejoins le fonds d'investissement pendant 4 ans. Mais je sais que c'est mon dernier job salarié. Je me le dis, je me dis, ok, là c'est terminé. Et c'est à ce moment-là où je rencontre Alexia. Donc pour Partech, je prends la direction de leur campus d'innovation, qui est un lieu qui s'appelle le Partech Shaker, avec qui voilà, je prends la direction de ce lieu. Et puis surtout, je fais beaucoup d'autres choses que de gérer ce lieu. Je prends en charge tout ce qui s'appelle le support au portefeuille. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est d'accompagner des startups et des fondateurs dans leur croissance. De baigner dans cet environnement d'être entrepreneur commence à te démanger. Ouais, là ça me dérange. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Et puis je tombe sur le problème en fait. Je l'avais déjà un petit peu en tête sur les femmes fondatrices, mais je voyais pas la difficulté ce qu'on appelle des directeurs, des C-level. Et je me rends compte qu'il y a très très peu de femmes. À chaque fois que je reçois des CV pour recruter pour ces fondateurs, c'est des CV masculins à 95%. En rencontrant Alexia, qui était une des chasseuses de tête avec qui je travaillais, on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup plus large que le secteur de la tech et que ça concerne n'importe quel type de structure. C'est systémique, c'est clair. Avant de parler précisément de votre rencontre, peut-être Alexia, toi aussi. Alors toi, t'avais déjà été entrepreneur. Toi, c'est pas ton premier projet. Pas tout à fait, en réalité. Ouais, si tu peux nous parler de ton parcours, toi aussi. Donc moi, je m'appelle Alexia Books. J'ai 36 ans. J'habite à Paris depuis que j'ai 20 ans. Je suis originaire du sud de la France. J'ai fait mes études à Paris. J'ai fait une formation en droit des affaires. C'est ma première carrière. J'aurais pu être juriste du droit des affaires. Mais j'ai baigné dans une famille quand même où il y avait un côté très très salarié, mais un côté très entrepreneur, parce que du côté de mon papa, cette famille tribu dont je parle, mon père était lui-même un espèce d'entrepreneur un peu étrange, hybride, qui avait eu une très drôle de carrière et qui avait été un peu l'inventeur de Madame Irma en France. Enfin, à l'époque, c'était sur Minitel, mais c'était un peu ça le délire. Et donc, très, très étonnant de grandir avec un papa qui a ce genre d'activité. Donc, je pense que même si l'entrepreneuriat, ça n'a pas été une évidence pour moi, parce que, et d'ailleurs, je le vois aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes pour qui ça vient plutôt sur le tard, alors que des hommes décident d'être entrepreneurs à la sortie d'école et font même leurs études dans ce sens-là. Moi, c'était pas trop décidé, mais j'avais quand même cette fibre. Et donc j'ai fait un master de droit des affaires à Paris, j'ai fait du conseil aux entrepreneurs et aux dirigeants dans leurs opérations. Et finalement, ça cochait pas mes cases, je pense, c'était trop recentré pour moi, trop serré. J'ai fait une formation business à l'ESCP et je me suis retrouvée, alors un peu par hasard chez L'Oréal au départ, mais je savais pas trop ce que je faisais là. Et puis pareil, le marketing chez L'Oréal, ça me parlait pas. J'avais quand même, petit aparté, j'avais monté une entreprise avec mon ex-compagnon, une première boîte de dating, une application de dating qui n'est pas Tinder, spoiler alerte, j'ai pas monté Tinder. Mais, ça aurait pu être un bon business. Ça aurait pu être un bon business, il y avait quelque chose. Je pense que j'avais peut-être pris, c'était le côté comme mon papa qui monte des business un peu étranges. Je me suis dit pourquoi pas. Et puis je me retrouve finalement à rejoindre l'écosystème startup, là, réellement, dans une entreprise de l'industrie sportive, une start-up dans le sport. Donc le sport très très éloigné de ce que je connais.
Mais je rencontre le fondateur et je me dis, mais trop fort, c'est brillant, ce bonhomme a une énergie hyper particulière. Et en fait, là, je me suis dit que vraiment, ça me parlait. Et j'étais un peu aux opérations. Je connais rien au sport, 99% d'hommes. Pour te donner un exemple, j'arrive le premier jour. Le directeur commercial, c'est Sylvain Marconnet, que tu connais peut-être si tu es rugbyman, qui est un grand rugbyman français. Moi, je ne connaissais pas ce type. J'arrivais là, j'ai dit pardon, qui est Sylvain Marconnet. Mais donc, je n'y connaissais pas grand-chose. Mais je pense que je me suis tellement éclatée dans cet univers, parce que donc, sans entreprendre, en soi déjà de rentrer dans l'écosystème startup, c'est une forme d'entreprise. Quand tu rejoins une startup, tu dois avoir un esprit d'entreprise, tu dois entreprendre des choses au sein de cette structure. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que même si j'étais en soi nulle sur le sujet de cette industrie-là, d'aimer quelque chose, d'aimer faire quelque chose, on en devient très très fort, on devient très bon. Et donc 3 ans et demi après, à peu près 3 ans après, le fondateur me propose de reprendre la direction de cette société et de devenir CEO donc à 27 ans, toute jeune femme. Moi, je dis oui sans trop réfléchir et sans me poser la question, mais en fait, c'était quand même très compliqué. C'était plus particulier que ce que je pensais, parce que j'imaginais pas tout le travail qu'il pouvait y avoir derrière, je pense. Et surtout, on se retrouve dans une situation où la société, elle est à l'orée de ou relever des fonds ou devoir se revendre. Et donc, en fait, on va choisir la deuxième porte, qui est la revente. Et donc, je vais me retrouver à revendre une société, mais que j'ai pas créée. Donc, en fait, je vis un peu que les downsides de l'entrepreneuriat. Parce que tu revends, et que si tu as déjà vécu une revente, c'est tu dois sortir des gens, tu dois remettre la boîte au carré, tu as des due deals, c'est assez compliqué. Et je me retrouve là-dedans, et en plus j'ai pas l'intérêt de l'exit financier, parce qu'en plus j'ai pas été la fondatrice au départ, donc c'est quand même compliqué. Mais c'est passionnant, je m'éclate, j'ai une histoire à raconter. Je revends cette société à Ulule, qui est le leader du crowdfunding à ce moment-là sur le marché. Je vis un moment incroyable, et très très tôt, pour boucler avec ce que dit Sarah sur notamment et la question sur la sensibilité peut-être sur le sujet des femmes. Moi, je vis des environnements extrêmement féminins à outrance, comme L'Oréal, où je trouve qu'il y a une anormalité, ou extrêmement masculin, comme cette entreprise, et où je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui pêche. Et quand je vends cette entreprise, moi, je tombe enceinte de mon premier petit garçon, et je me demande ce que je vais faire un petit peu de mes 10 doigts, et je deviens chasseuse de tête. Mais complètement par hasard, parce que ça cochait des cases, parce que je me dis que je voulais rencontrer des gens smart toute la journée, donc je deviens chasseuse de tête. Et là, toute la journée, je parle à des cofondateurs, des fondateurs notamment de start-up, qui étaient des copains, mon écosystème de copains, et qui me disent, Alexia, ça tombe bien que tu fasses ça, parce que si tu pouvais me recruter un directeur commercial ou marketing ou une responsable de la tech, mais une femme, ça m'arrange, parce que c'est très peu féminisé dans nos équipes. Donc là, je prends conscience de l'ampleur du sujet, mais au-delà de ce que j'avais vécu en corpo ou dans le milieu d'avocat ou sur cette start-up qui est dans le sport. En fait, on se rend compte, globalement, moi je me rends compte à quel point c'est un problème des secteurs qui sont majeur partout, et notamment en poste de direction. Donc je commence à devenir la spécialiste de la chasse de tête pour des femmes. Je chasse exclusivement des femmes. Et donc Sarah, pour boucler avec notre rencontre, je rencontre Sarah à ce moment-là, et on a, je pense, un coup de cœur d'associés. On est très très alignés sur ce qu'on veut faire et l'urgence avec laquelle on veut le faire. Et on se dit qu'on se lance sur un projet plus grand que nous, et qu'on va au-delà de moi, ma petite activité de chasse de tête, au-delà de Sarah, sa volonté de féminiser dans le portefeuille de Partech, mais de vraiment faire un projet d'ampleur beaucoup plus grand. Et on lance Female Agency. Finalement, si on fait un peu de reverse, on peut se dire finalement c'est peut-être le bon moment de lancer cette activité, quand on voit effectivement tout le chemin qu'il va falloir parcourir et à quel point les boîtes vont être obligées de le faire. Mais ça, quand vous vous êtes rencontrés, vous l'aviez imaginé de cette façon, ou c'est finalement un peu la rencontre au bon moment Sur le sujet des chiffres, c'est important d'en parler, et je pense qu'il y a 4 ans, on n'avait pas ces chiffres en tête. Aujourd'hui, on les a beaucoup plus. Mais nous, quand on s'est lancé avec Alexia, je pense qu'on n'avait pas la mesure de l'ampleur du problème.
Je te parlais du type de structure. Donc déjà, on pensait que c'était vraiment que dans la tech et que ça concernait que des CTO, des directeurs techniques, etc. Et en fait, c'est complètement général. Et on n'avait pas ce chiffre en tête de 18% seulement de femmes à haut niveau. On ne parlait pas du nombre de CEO dans le CAC 40, qu'il y a seulement 20 femmes aussi CEO dans le SBF 120. Enfin, c'est Sista qui dit il faut compter pour que les femmes comptent. Ces chiffres-là, on ne les avait pas en tête. Et donc, il y avait l'étude Sista qui parlait des femmes fondatrices. On savait que 2% des capitaux levés étaient seulement faits par les femmes. Mais sur le sujet de la direction d'entreprise, on n'avait pas cette sensibilité là aux chiffres. Et c'est important, en fait, c'était important de se rattacher à ça à ce moment-là. Depuis 4 ans, on en parle beaucoup plus. Tu le mentionnes, ce qui est terrible, c'est que ça fait quand même 25 ans qu'on en parle, mais sans poser les chiffres. Et je pense que ça, c'est important. Et c'est important d'avoir ces lois, on va en reparler ensemble, pour suivre l'évolution, de savoir où on part, où on veut aller. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de faire aussi. Nous, on n'a pas sensibilisé parce que le terreau était déjà là et on avait des fondateurs, des directeurs, vraiment des CEO de boîtes qui connaissaient le problème, mais sans compter, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit aussi dans le livre blanc, on ne peut pas mesurer le progrès. Tu peux parler des chiffres peut-être, du coup, de ces 10 000 femmes peut-être aussi qui manquent. En effet, donc pour quand même ajouter à ce que dit Sarah, c'est-à-dire que je pense qu'on l'a fait de façon plus sur le ressenti au départ, très instinctivement. Mais en effet, il n'y avait pas d'études. De toute façon, il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas de chiffres, on en parlait, mais les propos étaient assez peu étayés. Donc il a fallu quand même qu'à un moment, il y ait quelqu'un qui soit un peu audacieux et qui se dise « je vais ouvrir la voie, je vais ouvrir le sujet ». On n'a pas été les seuls. Il y a eu justement, nous on fait partie justement de cette image-là. Mais en fait, les chiffres, ils sont quand même manquants jusqu'à maintenant. Donc là, on sort en effet notre livre blanc. Il a été dévoilé il y a quelques semaines. Et on se rend compte que n'avait jamais été calculé le manque en numéraire de femmes que représentent justement ces quotas de la loi Rixain dont on pourra reparler. Donc peut-être que je vais l'évoquer tout de suite, comme ça pourra être utile. Aujourd'hui, donc d'ici à 2030, les quotas de la loi Rixain vont imposer qu'on ait 40% de femmes au sein des entreprises de plus de 1000 personnes aux fonctions dirigeantes, sous peine d'amende et de... Tu peux préciser ce qu'on appelle fonction dirigeante, parce que je pense que c'est... Alors, la définition est en réalité très large. Très large. Et donc, ce qui est plutôt pas mal, parce que aujourd'hui, on pourrait considérer que c'est que les COMEX ou les comités administratifs ou de direction. Enfin, en réalité, c'est très large et c'est volontairement très large. Madame Rixain l'a expliqué. L'idée, c'était de ne pas se cantonner justement à un type de poste, mais que le tissu justement des postes à responsabilité était plutôt plus important, quoi. Donc c'est aux entreprises de définir. C'est aux entreprises de définir des postes à responsabilité. Postes de direction. De femmes, ces postes-là. Tout à fait. Après, quand tu prends la définition large du poste de direction, du coup, et que tu fais le calcul, que tu prends ces 40% de femmes manquantes, ça représente en numéraire 10 000 femmes. 10 000 femmes, c'est absolument gigantesque. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, ne serait-ce que simplement si tous les cabinets de recrutement, par exemple, s'y mettaient et cherchaient 10 000 femmes, on aurait du mal à les trouver. Donc l'ambition de ces quotas, elle est très 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 grande. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre 2030 pour se réveiller et se dire « Ah tiens, je vais commencer à chercher une femme au poste de direction de ma société ». Le chiffre est colossal. Et donc ça, en fait, c'est un peu c'est exceptionnel quand vous réalisez cette étude et vous vous dites ça. Je pense d'un point de vue entrepreneurial, tout en ayant créé la boîte sur un sentiment, un instinct, vous vous dites en fait c'est considérable et donc là la boîte se lance. Donc je dirais bien vu quand même, félicitations. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant exactement, donc vous avez beaucoup parlé de recrutement, mais vous ne faites pas que du recrutement, enfin globalement la proposition de valeur de Female Agency? Alors, sur le recrutement, déjà, nous, on touche que le top exec. C'est important de le mentionner parce que, en fait, les entreprises souvent se targuent d'avoir 60% de femmes ou 50% de femmes. Le problème, c'est que généralement, ça concerne les fonctions les plus juniors de l'entreprise. Et dès qu'on monte dans les sphères de direction, on voit que ça s'amenuise jusqu'à ces fameux 15%, 18% de femmes à haut niveau. Donc nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Il faut recruter des femmes à haut niveau
pour la simple et bonne raison, on le répète toute la journée, mais les femmes attirent les femmes, et donc ça découle ensuite beaucoup plus naturellement dans toutes les sphères et la culture de l'entreprise. La culture, c'est des comportements, et donc en plus, on crée des cultures beaucoup plus inclusives et beaucoup plus saines en mixant avec des femmes qu'on place à ces niveaux-là de direction. Donc on est en effet, nous, positionnés sur un segment et un marché. Donc on pourra rediscuter du marché qui va pas très bien depuis... nous, on a lancé, je pense, la boîte avec Alexia au pire moment du recrutement de ces 10 dernières années. Là aussi, on a eu le nez creux, tu vois. Ouais, on a eu le nez creux, tu vois. Super. Avec en face de nous des géants. Donc on parle pas là des Big Four, chez nous on parle des Big Five, ces fameux Shrek, c'est comme ça qu'on les surnomme dans le jargon, qui sont les Egon Zehnder, Heidrick & Struggles, qui sont des énormes entités qui datent, qui sont montées dans les années 60 et qui se partagent le marché depuis ces années-là sur les Fortune 500 et le CAC mondial. Donc on s'est quand même attaqué à un gros marché en étant vraiment David contre Goliath, avec une démarche qui était très audacieuse sur ce côté recrutement. Et puis en effet, Alexia a souligné le manque de femmes. En fait, c'est 10 000 femmes qui manquent. On ne va pas forcément que les recruter. Il faut surtout aussi qu'on fasse en sorte qu'elles ne quittent pas le monde de l'entreprise, parce qu'il y a un gros effet à 35-40 ans de ces femmes qui jettent l'éponge, tout simplement, parce que plafond de verre, on va revenir, je pense, avec toi sur les causes racines de ce problème-là, mais qui jettent l'éponge et qui quittent le milieu de l'entreprise. Et ça pose d'autres problèmes beaucoup plus sociologiques aussi et économiques pour la France. Et donc on s'est dit il faut qu'on les coache, mais il faut qu'on les coache de manière un petit peu différente de nos concurrents. Et donc on a lancé notre activité de coaching il y a un peu plus d'1 an maintenant avec A Female Agency sur 2 grands piliers, qui est un accompagnement personnalisé, mais aussi des sessions sur l'influence. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour une femme d'être présente, d'être visible dans des cercles qui ne sont pas forcément ses premiers cercles, là où les hommes sont un peu plus forts à faire du réseau. Quel est le combat finalement qui est mené quand on parle de parité ? Je pense que récemment, on a beaucoup... tu as parlé de performance, et moi, c'est un truc qui me choque un peu. On a beaucoup utilisé l'argument de la performance, justement, pour être certain de ne pas trop froisser sur ce sujet, notamment potentiellement de la discrimination positive. Donc on essayait de le justifier en disant une entreprise plus diversifiée, et notamment plus féminisée, et plus performante. Donc en effet, c'est un fait, je crois qu'il y avait un article véritable. Dans les Échos encore cette semaine qui disait que les boîtes étaient, quand ils ont regardé les cours de bourse, celles qui étaient le plus paritaires performaient mieux. Ouais. On partage pas mal de chiffres d'ailleurs dans le livre blanc sur ce sujet. Donc c'est un point, c'est qu'en effet, c'est un argument valable et recevable et important de souligner, puisque la performance passe aussi par ça. Mais c'est pas suffisant, c'est plus suffisant. La vérité, c'est qu'on est sur une question d'éthique et de justice. On peut plus aujourd'hui, en 2021, et pas simplement parce que des quotas l'imposent, mais parce qu'en fait, on a aussi une jeune génération qui arrive derrière et qui demande ça, qui demande de la parité, qui demande un équilibre. Et un équilibre ne veut pas dire justement une rupture et de remplacer des hommes par des femmes, mais de rééquilibrer la situation. C'est une question d'équité et de justice sociale. Et notamment à ces niveaux de direction. Aujourd'hui, tu dois le savoir, les violences économiques, on en parle très souvent avec Sarah, c'est ce qu'on défend le plus, sont subies à tous les niveaux socio-professionnels. Et notamment chez des femmes très éduquées, très diplômées, qui pourraient être sur des postes de direction et qui, comme a dit Sarah, jettent l'éponge. Et donc l'objectif, c'est qu'elle ne jette pas l'éponge et qu'elle soit toujours à ses postes de direction à partir d'un certain âge et d'un certain niveau. Et donc c'est aussi une façon de lutter contre les violences économiques, de permettre à des femmes d'avoir de la liberté. Parce que, en plus, autant les modèles familiaux étaient très différents il y a 50, 100 ans, autant aujourd'hui, monsieur et madame, de toute façon, doivent travailler dans un couple. Et d'ailleurs, on pense beaucoup plus la cellule couple et familial plus qu'un homme, une femme. Et donc, il faut pouvoir donner de la liberté économique, parce que la liberté, de toute façon, d'un individu, c'est sa liberté économique. Mmh. Si tu es libre financièrement, tu es libre dans ta vie. Et donc, au-delà d'une question de performance d'entreprise, c'est quelque chose qui est socialement maintenant plébiscité à très haut niveau et qui, en plus, est éthiquement juste. Et encore une fois, j'insiste sur un point qui est que l'objectif n'est absolument pas de
de déséquilibrer et de faire en sorte que les femmes, par exemple, prennent le pouvoir sur la jante masculine au poste de direction, mais comment on peut s'entendre tous ensemble et comment artificiellement on rétablit cet équilibre jusqu'à ce que la situation soit plus naturelle. Les quotas, c'était une bonne chose? En fait, déjà, il y a deux choses. Ça marche. Donc nous, on y croit beaucoup, en fait. Enfin, quelque chose qui marche et puis voilà, on itère sur des comités de direction. Pour la petite histoire, en fait, le législateur avec Copé Zimmermann pensait que ça allait découler et ruisseler sur les comités de direction. Ça ne l'a pas du tout été. Donc tant qu'il n'y a pas en effet une loi, et malheureusement, les entreprises ne se mettent pas en ordre de marche. Donc c'est un moyen très artificiel de rétablir cette équité. Si on pouvait s'en passer, on s'en passerait. Comme si on pouvait se dire qu'on n'envoie pas 100% de femmes dans des process de recrutement pour que ça change, peut-être qu'on le ferait. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, artificiellement, on est un des moyens très utiles de rétablir une équité plus rapidement. Mais j'entends ce que tu dis et nous on se pose souvent la question, on est toujours cerné de doutes sur ce qu'on fait. Et il faut accepter, je pense que pour compléter quand même, faut accepter que ça puisse choquer. En fait, aujourd'hui, la majorité des dirigeants des grandes entreprises, c'est pas des gens qui sont notamment nous de notre génération, c'est des gens qui ont plutôt entre 50 et 60 ans. Et évidemment qu'ils n'ont pas les mêmes histoires, les mêmes cultures, ils n'ont pas vécu les choses de la même façon. Et il faut imaginer aussi un petit peu pour eux ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'eux, ils ont travaillé hyper dur pour monter des carrières de front et ils ont l'impression de faire ça pour leur famille, pour de réussir quelque chose. Et on leur demande d'une certaine façon de faire de la place. Donc il faut comprendre que ça choque. En soi, c'est pas étonnant. Après, comme dit Sarah, pour des raisons de temporalité, et si on veut accélérer et pas se retrouver avec une quasi-parité, et encore on ne parle pas de parité, on parle de 40% sur la loi aujourd'hui, on est obligé d'accélérer et on ne peut pas attendre 60 ans, il faut qu'on le fasse maintenant. Donc il y a aussi ça. Donc peut-être moi, en tout cas, pour être encore plus radical que Sarah, je dirais que je suis à 100% pour les quotas, même si on a bien conscience qu'ils peuvent choquer. Et je pense qu'il y a un travail encore d'éducation de notre part et une importance de préciser qu'on est dans l'inclusion et dans la volonté d'accompagner les gens sur ce sujet et pas de pousser des femmes pour pousser des femmes. Et d'ailleurs, on en parle souvent, je pense que tu l'as peut-être vécu toi Arnaud, mais il y a eu beaucoup ces 10 dernières années des formations à la diversité et l'inclusion dans tous les sens. Je voulais venir sur ce sujet, surtout dans le contexte dans lequel on vit. Ouais. On voit aujourd'hui le côté contre-productif que ça a pu avoir aussi. En fait, on a à la fois, ça a été probablement utile parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc il faut le faire. Mais il y a des gens qui ont été fatigués, terriblement fatigués d'entendre toute la journée. En fait, on a demandé à des groupes de messieurs en cravate de faire de la place à des dames. Je schématise le trait, mais allez-y, faites des offres d'emploi inclusives, utilisez des mots plus corrects. Bon, à des gens qui vivaient leur carrière depuis des années comme ça. Donc ça, c'est un petit peu dur et je pense qu'il y a d'autres moyens aussi de le faire. Donc, et d'ailleurs, on voit aujourd'hui le backlash que ça a créé notamment aux États-Unis, mais aussi en France. Donc on prend conscience de ça. Je pense qu'il faut être dans quelque chose de plus mesuré, de plus nuancé. On a mis un grand coup maintenant dans la fourmilière et maintenant la question c'est comment on est capable d'accompagner là-dessus et pas simplement de pousser des hommes à faire de la place aux femmes. Surtout que, je rajoute et je terminerai là-dessus, une femme, la seule façon dont elle peut prendre le pouvoir, c'est par elle-même. En fait, il n'y a personne, toi, dans ta carrière, Arnaud, je ne pense pas qu'il y ait un jour quelqu'un qui t'ait dit « Bonjour, je vais vous donner la place, monsieur, asseyez-vous à cette chaise et prenez le poste de direction. » En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Personne dans une carrière ne doit se faire donner sa place. En fait, une carrière, c'est une adversité, c'est une lutte de tous les jours. Et donc, même pour les femmes, ça sera le cas de toute façon nécessairement. Il ne faut pas attendre que « Madame, vous allez être directrice, mais en plus, vous allez avoir la moitié de votre semaine en télétravail. » Non, en fait, ça ne fonctionne pas. C'est pas ça. Vous allez devoir vous battre, comme tout le monde. Mais en revanche, on va faire en sorte de poser les conditions pour que vous puissiez accéder et y arriver. Ça, c'est super important. Quel est le niveau de maturité finalement des dirigeants d'entreprise sur ce sujet? Est-ce qu'il y a une véritable volonté, au moins compréhension du problème et volonté d'avancer sur le sujet? Ou est-ce qu'au contraire, en plus, vous avez eu le nez creux sur le fait de lancer la boîte dans le marché qu'on vit aujourd'hui? Est-ce que encore plus, parce qu'aujourd'hui, finalement, reparler de parité dans les entreprises, avec le vent ouest qui arrive, c'est pas forcément très tendance. Juste pour répondre sur la deuxième question, alors nous, je pense qu'on n'a jamais considéré les femmes comme une tendance. Ouais. Et on se dit pas, c'est un truc qui va passer.
en fait. C'est un mouvement de société qui est même global. Quand tu regardes au niveau international ce qui se passe avec Alexia, on est aussi hyper engagé, je pense, sur un féministe qui est global, et donc on regarde évidemment dans d'autres pays du monde ce qui se passe sur la place des femmes. On en parle quand même beaucoup plus ces dernières années que qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, les conflits, ce qui se passe sur la place des femmes dans le monde, en Afghanistan, etc., nous touche aussi les populations françaises, et donc évidemment sur la place des femmes, qui est notre sujet, nous, à haut niveau. On ne règle pas tous les sujets, on parle beaucoup des violences faites aux femmes, des violences économiques, mais sur cette liberté financière qui revient aux femmes, c'est pas une tendance en fait, c'est quelque chose qui va rester. Aujourd'hui, c'est ancré. Les jeunes générations, Alexia le disait, le demandent en fait. Quand elles veulent rejoindre une entreprise, elles regardent, tiens, est-ce que cette entreprise, elle est ouverte aux femmes, aux autres minorités. On a des enjeux intersectionnels aussi qu'on traite avec ce qu'on fait, avec notre mission. Et donc ce sujet-là va pas se terminer parce que aux États-Unis, on a des géants qui tiennent des propos masculinistes, et ça va pas s'arrêter là. Je pense qu'aux États-Unis, c'est encore un autre sujet, c'est une autre culture, et il s'est passé d'autres choses sur le D&I où ils ont poussé, parce que les Américains font toujours tout à fond, ils ont poussé le bouchon très très loin, où les conseils d'administration pouvaient plus se tenir s'il n'y avait pas un représentant de chaque minorité, etc. Il y a eu plein de choses qui ont fait qu'on est arrivé à un backlash, à des propos qui sont complètement absurdes. Et nous, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui de notre porte de chasseuse de tête, avec ces 4000 femmes aujourd'hui qu'on a en réseau? On voit que dans notre réseau viennent de plus en plus d'Américaines qui postulent, qui veulent rejoindre des entreprises en France, parce que tout simplement, elles se sentent plus du tout accueillies dans leur aux États-Unis, dans leur écosystème. Et donc on se dit, nous, c'est une chance. On travaille avec des entreprises qui les rejettent pas. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on a des propos qui sont moins tenus dans les médias par des grands dirigeants sur ce sujet-là, mais tout simplement parce qu'en effet, au niveau business, c'est compliqué de dire, pour avoir des marchés avec les États-Unis notamment, je vais étendre ma politique D&I. En revanche, tout n'est pas du tout à l'arrêt en fait. Ils continuent ce qu'ils avaient lancé. On n'a vraiment, chez aucun de nos clients, ressenti un gel de recrutement, ou un gel d'une politique D&I. Et je pense aussi parce qu'on est quand même un pays de contestation. Ça passerait pas du tout dans des entreprises de dire en fait les Américains ont fait ça, on fait ça. Non, on crée une nouvelle voie qui est celle de nos valeurs aussi, très, 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 très françaises. Je pense que vraiment, moi j'y crois en tout cas beaucoup, et je pense pas que cette tendance de féminiser va s'étioler à haut niveau. Après, pour répondre aussi, pour reboucler sur ta question, Arnaud, sur les clients et les dirigeants, leurs sentiments, nous, ce qu'on observe, je pense que ça dépend du type de société. Moi, je trouve quand même que, je suis complètement alignée avec Sarah, c'est pas une tendance, mais je pense quand même, en effet, qu'il y a un petit sentiment, cette fatigue se faire sentir, et que tu as toujours deux niveaux de discours. Tu as le premier niveau de discours, quand tu commences ta conversation, de bien sûr, il faut féminiser, bien sûr, c'est important, nanana. Puis après, quand tu creuses un peu, et puis qu'en plus, ils se rendent compte qu'ils peuvent te parler, en fait, là, ils te donnent un petit peu la vérité et le fond. Et donc, on travaille notamment avec pas mal de sociétés, dont les industries, c'est dans des industries très masculines. Donc, je sais pas, la défense, le BTP, l'automobile. Et donc là, évidemment, ils te disent, écoutez, on va le faire, parce qu'on a quand même maintenant, on a des chiffres, on est objectivé là-dessus, mais il ne faut pas se mentir, ça va quand même être compliqué de changer la culture, il va falloir prendre des pincettes, il va falloir faire ça tranquillement, il va falloir faire monter un petit peu tout le monde sur ce sujet doucement, voilà, il ne va pas falloir froisser. Quel est le conseil que vous donnez, justement, sur cet argument qu'il faut toujours aller très doucement, parce qu'il ne faut pas froisser, parce qu'il y a une culture, parce qu'il y a un historique? Comment est-ce qu'on va plus vite en fait? Moi, je pense que ma maman disait une expression que j'aime beaucoup, qui est une main de fer dans un gant de velours. Je pense que c'est un petit peu le même principe. C'est tu peux pas dire écoutez, dans ces cas-là, si c'est compliqué, on va pas le faire. Hein. On va attendre 2030, on verra ensuite. Non, en fait, on y va. Puis en plus, nous, c'est notre business, donc on défend quand même nos positions sur le sujet. Ce qu'on propose, c'est toujours d'éduquer sur ce sujet quand même aussi, et de dire,
Ce qu'il faut, c'est que, en fait, en tout cas, les dirigeants, en tout cas ceux qui sont quand même dans les comités de direction, eux soient convaincus pour ensuite faire ce travail d'éducation auprès de leurs équipes. Moi, je ne vais pas rééduquer une boîte de 3000 personnes à être convaincue et à changer l'histoire des gens, tu vois, c'est impossible. Mais l'idée, c'est comment on va être capable d'infuser au fur et à mesure et comment, par exemple, en faisant un recrutement avec nous, avec AFA, ils vont être capables de comprendre qu'on n'a pas réinventé non plus un modèle, on a recruté une personne qui était juste réellement forte. On a rendu visible un profil qui était simplement invisible mais qui était excellent. Et qu'en recrutant cette personne, c'est la personne à la bonne place. Et en fait, le recrutement en soi d'une femme à très haut niveau qui est excellente et qui réussit et qui embarque son équipe et qui est la bonne personne va permettre de convaincre. Mais au départ, tu es quand même un petit peu obligé d'y aller fermement. Toujours avec une ouverture dans le discours, mais tu es quand même obligé d'y aller un petit peu fermement et de montrer que cette femme à haut niveau est complètement légitime à sa place. Après, en effet, malheureusement, le temps va être ce qu'il est. Moi, je pense que le temps des 5 ans, là, qu'on va avoir 4 ans, d'ailleurs maintenant qui passe vite, jusqu'à 2030, ça va être le temps que la culture, en 4 ans, je suis sûre que la culture, elle va quand même beaucoup changer et qu'on va rééquilibrer et les propos et notre façon de voir ce sujet-là. Est-ce qu'il y a eu des objections ou des gens qui vous ont dit non mais ça marchera jamais parce que effectivement c'est de la discrimination de recruter que des femmes. Enfin, est-ce que vous avez ressenti en fait il y a eu un truc ce quand même. ce type de discours? Non mais il y a eu un petit sujet, c'est-à-dire qu'en soi c'était pas. Je pense que de toute façon le sujet est tellement audacieux et on en parlait avec Sarah. En fait, l'entrepreneuriat en soi, c'est quand même de l'audace. C'est-à-dire que si tu es là pour reproduire le énième modèle qui existe déjà, ne sois pas entrepreneur, reste chez toi. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a voulu être ultra audacieuse. Donc, de toute façon, la démarche, quand elle est radicale, elle pose des questions, elle fait discuter. On a eu notamment, à un moment donné, des discussions sur des choses de type rachat, des gens qui nous tournaient autour de ce genre de choses-là. Et on nous disait, ouais, mais peut-être que ça vaudrait le coup que vous soyez un peu plus soft. On pourrait peut-être inclure un peu de recrutement d'hommes. Peut-être que vous vous concentrez un peu plus sur le recrutement de dirigeants, mais vous incluez une démarche un peu plus aussi. Enfin, vous ouvrez aux hommes, quoi. Je dis, mais attendez, vous avez un positionnement business, je ne sais pas, vous recrutez, j'en sais rien, des techs, par exemple. Si je vous dis d'aller recruter des marketeuses, des gens en marketing, vous allez rigoler. Donc, pourquoi ? Ouais, parce que quand même, c'est quand même assez radical. Donc oui, je te confirme que je pense que c'est de toute façon, c'est un sujet qui fait parler parce que audacieux, parce que radical, parce que, enfin, tu utilises le mot que tu veux d'ailleurs, audacieux ou radical, c'est la même chose, mais en soft ou pas soft. Mais après, on n'a pas eu d'objection particulière. Tu as toujours quelques détracteurs, mais si tu n'en as pas, c'est que tu n'es pas sur le bon, pas sur le bon business, je pense. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui, une entreprise comme la mienne ou celle de ceux qui nous écoutent, pour dire finalement, au-delà du recrutement qui peut vous permettre d'accélérer très fortement, si on pense un peu plus long terme et qu'on se dit, oui, typiquement, comment est-ce que je fais pour que mes 60% de femmes aujourd'hui, elles restent dans l'entreprise et que j'ai plus de perdition, comment est-ce que j'accompagne cela et comment est-ce qu'il faut qu'on travaille? Pourquoi, quand on a à compétence égale, je te prends un truc vraiment, et voilà, un schéma, quoi, à compétence égale, un homme, une femme, même niveau d'expérience, même package. Pourquoi ? Majoritairement, quand même, ça va être l'homme qui va être choisi. Tout simplement parce qu'il va savoir mieux se vendre. C'est quand même une réalité. Il va être plus assertif. Il va avoir beaucoup plus confiance en lui. Il va postuler, alors qu'une femme ne va jamais postuler. C'est ce que disait Alexia sur faut aller chercher ta place en fait dans l'entreprise. Une femme ne va pas toujours se sentir légitime ou à se dire non mais en fait je suis déjà à mon max de ce que je peux faire. La marche elle est un peu haute, je vais décevoir. Il y a un côté très bon élève encore, je vais décevoir, ou des sujets qui sont encore super tabous dans l'entreprise. Sarah, tu comprends, j'ai enfin mes résultats de PMA, je vais pouvoir peut-être avoir un bébé, c'est pas le moment pour moi. Enfin, elle se pose, mais 250 000 questions, là où mais bien, évidemment il aura la moitié de la job desk en termes de compétences et il va quand même y aller parce qu'il va savoir enrober, mais c'est comme... Parfois ils sont très compétents parce qu'à chaque fois on dit ça alors qu'en fait il y a des hommes qui sont 100% compétents réellement. À chaque fois ça me choque qu'on dise ça. C'est vrai, mais par contre c'est quand même les chiffres de LinkedIn qui disent qu'un homme postule quand il a 60% de compétences d'un rôle, alors qu'une femme va y aller quand elle a 100% voire 110% des compétences. Mais évidemment
Ça, c'est les derniers chiffres. Ouais. Donc, il y a quand même une réalité qui fait que les femmes, en effet, il faut qu'elles prennent aussi leur place. Donc ça, on l'a constaté. Avant de se lancer dans le coaching, on a beaucoup étudié de la part de ce réseau qu'on avait monté et de se dire, mais pourquoi aussi vous n'y allez pas toute seule et on s'est dit, on a, nous, un rôle à jouer sur le fait qu'elles osent, en fait, qu'elles soient aussi audacieuses qu'un homme pour aller prendre leur place dans les entreprises. Donc le coaching, tu as raison, c'est déjà une volonté. Il faut que la personne soit d'accord parce que sinon, en fait, ça fonctionne pas. Si c'est subi, on voit que les résultats sont pas bons. Ça vient généralement de deux côtés. Soit c'est la personne coachée qui vient vers son entreprise et qui dit moi j'ai vu ce que faisait Female Agency, ça m'intéresse pour telle raison, on va y revenir. Soit c'est les DRH qui viennent nous voir en disant super, vous avez recruté avec nous, maintenant on a 3 profils, elles sont excellentes, mais on les sent pas tout à fait en posture d'aller sur un comité de direction, est-ce que vous pouvez les accompagner? Et là en effet on s'est dit très bien, on va avoir donc ces deux pendants d'accompagnement personnalisé avec des coachs qui sont excellents. Donc déjà, nous, on croit beaucoup dans un accompagnement qui soit one-to-one avec des gens qui sont très bons. Enfin, on sait que ça marche. En fait, le mentorat, le coaching, le sponsorship, c'est des sujets qui marchent. Alexia disait, ce qui marche pas, les formations à la diversité et l'inclusion, je pense qu'on n'en fera jamais. Mais le coaching, ça marche pour les hommes, ça marche pour les femmes. Enfin, ça marche pour les fondateurs. Nous, on a été coachés avec Alexia. Ça a été un tournant majeur de la boîte. Enfin, c'est une réalité de se poser. Alors, vous nous avez pas dit pourquoi ça marchait pas. Je t'interromps. Pourquoi ça ne fonctionnait pas les formations à la D&I? Parce que c'est souvent, en fait, ce que disait Alexia, contre-productif. Tu te retrouves pendant 2 heures avec des slides devant toi sur les biais inconscients et pourquoi, en effet, il fallait utiliser tel terme et pas tel terme. En fait, quand c'est pas... je pense qu'il y a un côté... didactique subi avec des choses que tu n'as pas forcément vécues, tu décroches tout de suite. C'est comme du e-learning, on ne croit pas du tout non plus au e-learning, c'est pas interactif. Mais c'est très moralisateur en plus, il y a un côté très moralisateur. Tu es en train de dire vous faites pas bien, c'est pas bien. C'est horrible pour les gens de s'entendre dire qu'ils font mal et que, comme je disais, il faut qu'ils fassent de la place, il faut qu'ils utilisent des termes différents. C'est très difficile, donc c'est important d'éduquer, mais de là être moralisateur et dire que c'est pas... Vous iriez au quota si on élargit à la parité, je sais que votre domaine c'est les femmes, mais si on élargit, vous iriez jusqu'à dire que dans le recrutement, en fait, il faut imposer des quotas si on veut vraiment avoir des équipes diversifiées. On le dit dans le livre blanc, il faut des objectifs chiffrés. Si tu n'as pas d'objectifs chiffrés, tout à fait. Et c'est comme tu peux pas penser pour les minorités ethniques, enfin vraiment sur tous les sujets, de dire il faut qu'on mette des objectifs, il faut qu'on mette des quotas. Ouais. Tu vois, il faut aujourd'hui, on a des process 100% de listes féminines. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que c'est le seul truc qui marche. Si tu as 80% de femmes et 20% d'hommes, non, en fait, tu n'as pas le courage de tes idées. Et oui, tu as une chance de recruter un homme. Donc en fait, il faut avoir le courage de ses idées et il faut avoir des listes 100% féminines pour recruter 100% féminin. Il faut objectiver les recruteurs là-dessus. Mais ce qui est terrible, c'est très, très, très difficile. Pour eux, t'imagines, ça veut dire envisager... le travail est rendu plus difficile. Et pour boucler quand même avec ce que tu disais juste avant, Arnaud, sur le coaching et pourquoi c'est aussi... une bonne chose, notamment peut-être pour les entreprises, c'est que, tu vois, peut-être que justement le recrutement en externe par des chasseurs de tête ou le recrutement en externe est justement objectivé au recrutement en externe féminin, ça peut choquer, ça peut être un peu radical. En revanche, de former et de dire que tu vas en interne miser sur les ressources que tu as pour faire monter des femmes qui sont déjà existantes, c'est quand même plus doux. Et donc de dire écoutez, en fait ce qu'on va faire c'est miser sur cette personne-là et se dire on va faire en sorte, comme dit Sarah, qu'elle prenne confiance, que d'un point de vue leadership ou relations interpersonnelles avec ses managers, elle se sente plus à l'aise, en fait qu'elle apprenne aussi un petit peu son métier, parce qu'en fait le métier de manager ça s'apprend, le métier de leader ça s'apprend. Peut-être que c'est une façon plus intelligente et plus douce de le faire entre guillemets que de dire simplement je vais imposer un quota au recrutement en externe. En fait, en réalité, les deux sont nécessaires, parce que de toute façon, tu ne recrutes pas, tu ne féminises pas, mais tu peux jouer sur ce côté-là. Et je pense que ça, c'est un moyen très intelligent pour les dirigeants, pour le faire de façon plus soft et peut-être un peu plus douce. C'est politiquement correct de parler de leadership au féminin? Oui, les hommes et les femmes aujourd'hui, de fait, parce que culturellement, tu vois qu'il y a ils dirigent différemment. C'est factuel. Quand tu vas dans une entreprise, tu regardes un homme, une femme, ils vont probablement diriger tout à fait différemment. Mais de là de dire
qu'il y a des formes de leadership féminin ou masculin, déjà, je trouve que c'est presque insultant pour les hommes notamment, tu vois. Enfin, en fait, du coup, vous n'êtes pas capable de... Donc, si je schématise, donc vous n'êtes pas capable de mesure, vous n'êtes pas capable justement de consensualité, de sensibilité, d'empathie, des qualités qu'on attribue au féminin. Donc les hommes n'en seraient pas capables et dans l'autre sens, les femmes ne seraient pas capables de prendre des décisions. Exactement. D'être beaucoup plus assertives, d'être parfois agressives aussi, tu vois, dans un mais en fait, voilà. Donc je pense que c'est autant minorer les possibles qualités des hommes et des femmes, mais de toute façon, aujourd'hui, on est éduqués, on a notre culture et nos valeurs, et malheureusement. Oui, il y a encore des grosses différences. Et après, il y a comment tu adoptes aussi ton propre style de leadership en tant que femme. Ça, je trouve que c'est très difficile. Moi, je l'ai vécu. Je trouve que c'est très, très compliqué quand tu es une femme de trouver un mode de leadership. Je trouve ça plus difficile qu'un homme, un mode de leadership qui t'est propre et qui fonctionne. Parce que justement, je trouve que les codes sont moins clairs et que si tu es un petit peu trop... Moi, j'ai fait l'écueil à un moment donné, j'ai voulu adopter les codes de leadership que j'avais observés chez le fondeur de la société qui m'a nommé CEO. Je me suis dit, ça va fonctionner comme ça. Et en fait, ça a été un drame total. Enfin, inadéquation énorme avec la personne avec laquelle je suis. Et j'ai adopté des codes de leadership qui n'étaient pas les miens, et parce qu'en fait, c'était ce qui me semblait fonctionner, mais ça ne fonctionnait pas, et je ne savais pas où trouver mes codes de leadership parce que je n'avais pas de modèle. Et d'ailleurs, je pense que j'ai beaucoup construit ma personnalité, mon leadership, quel qu'il soit, notamment en miroir avec Sarah. Je pense que ça m'a beaucoup inspirée de voir une autre personne comme moi qui dirigeait une société au même moment que moi. Ça m'a beaucoup inspirée parce que j'avais pas de modèle. Ça a été un peu mon modèle en miroir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça a été assez formateur en réalité. Oui, on n'a pas parlé de la question des rôles modèles, mais ça va créer une boucle et un cercle vertueux en fait. On va avoir plus de femmes à des postes de direction, donc plus de rôles modèles. Et en fait, c'est un peu le pari de la loi, ou c'est juste de raisonner comme ça. Bah non, c'est aussi le pari parce qu'il n'y a pas assez de femmes sur les podcasts. En parler, en fait, de part et d'autre, je pense qu'on ne va pas assez les chercher. Donc, il n'y a pas l'effort qui est suffisamment mis. Et elles refusent aussi pour un autre sujet dont on n'a pas parlé, c'est qu'elles ont peur aussi de prendre trop de place. Et comme elles veulent pas trop, en tout cas, on a constaté ça, pas trop aussi faire de l'ombre. Tu vois, il y a aussi ce sujet de est-ce que je vais pas trop me mettre en visibilité par rapport à d'autres collègues, féminins ou masculins. Les femmes, elles veulent pas trop déranger. Donc c'est ce qu'on se dit depuis le début de ce podcast, il faut qu'elles prennent leur place. Et c'est aussi comme ça qu'on a développé notre partie coaching sur être visible, c'est bien en fait. C'est pas quelque chose de négatif. Et notamment pour prendre cette place dont tu parles, d'être rôle modèle. En fait, si tu le fais pas pour toi, nous, ce qu'on leur dit souvent, c'est fais-le pour tes sœurs, quoi. Pour ces jeunes femmes qui ont besoin demain de se projeter. Et tu peux être ce rôle modèle-là et tu peux les aider. On dit souvent l'entrepreneuriat, c'est hyper solitaire. Nous, avec Alexia, mais tous les jours. Je t'assure, on pourrait vous envoyer des screenshots. Alors, ça fait pas du business. Ça, avec Alexia, les paillettes, ça fait pas les pépettes. Non, mais on a quand même des femmes qui nous écrivent tous les jours pour nous dire merci. Des femmes qu'on connaît absolument pas sur LinkedIn, par mail, pour nous dire mais merci de me montrer que c'est possible, soit en tant qu'entrepreneur, soit pour les positions que vous prenez. En tout cas, merci d'exister et merci de nous montrer, sans dire qu'on est les rôles modèles de l'année avec Alexia, pas du tout, mais d'ailleurs on met en valeur aussi d'autres femmes dans ce qu'elles font. Mais je pense que c'est nécessaire au possible de montrer, de mettre en valeur des femmes parce qu'il y en a pas du tout assez. Et la loi Rexin, c'est ça aussi. Ça va être, on croit beaucoup dans le cercle vertueux que ça va créer en fait, aussi bien pour la performance des entreprises, mais aussi pour toutes ces générations qui se voient quand même un petit peu lésées. C'est dommage parce que c'est très galvaudé aujourd'hui en plus le terme de rôle modèle. Oui, tout le monde parle de rôle modèle, mais en fait c'est simplement comment tu as de l'exemplarité, comment tu as un exemple à un moment et tu te dis en fait oui, quand je pense à un chef d'entreprise, je pense pas à mon père en cravate quoi. Je pense à ma mère, je sais pas, qui va au boulot le matin en jean d'ailleurs, pourquoi pas. Mais voilà, tu vois, juste avoir une image différente, c'est évidemment hyper important et ça va être que vertueux et donc plus naturel à un moment. Qu'est-ce qui a été le plus dur là dans l'aventure, au-delà du moment, etc. Enfin, je veux dire, dans votre aventure entrepreneuriale, qu'est-ce qui est le plus difficile, peut-être encore aujourd'hui,
globalement, par rapport à votre vie d'avant? Non, mais moi, je ne reviendrai jamais à ma vie d'avant. Moi, je sais que mon métier aujourd'hui, c'est entrepreneur. J'ai trouvé la personne avec qui je montais des entreprises. Donc, ça on se l'est beaucoup dit. Ce qui a été hyper difficile, c'est qu'on a eu un creux de vague il y a 2 ans, un peu au milieu de l'aventure, où on a eu des périodes de maternité aussi avec Alexia. Et je pense qu'un bébé peut quand même faire couler, je ne vais pas dire faire couler une boîte, mais c'est des moments de la vie qui bousculent tout. Et on a été super bien accompagnés. On reparlait du coaching. Nous-mêmes, on y croit parce qu'en fait, ça a été super bénéfique. Donc ça a été un moment qui a été difficile, mais qui nous a fait repartir, mais avec une puissance 1000. Après, je trouve que ce qui est le plus difficile, et nous on le vit au quotidien avec Alex, c'est que c'est pas un sprint, quoi. C'est un marathon d'années en fait, l'entrepreneuriat. Et comme on est, je pense, très énergiques toutes les deux, on grille beaucoup d'énergie au quotidien. Donc c'est comment on arrive à se ressourcer et en fait à tenir dans la durée. Enfin, je pense que vraiment la plus grande difficulté qu'on ait aujourd'hui, c'est celle-là en fait. Moi, je trouve que le plus dur pour moi, c'est la culpabilité. C'est horrible, j'arrive toujours quand même pas. C'est vrai, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, quand je suis avec mes enfants, je me dis qu'est-ce que je fais pas, pourquoi je bosse pas, pourquoi je suis pas dans ma boîte. Et quand je suis dans ma boîte et que je suis en train de bosser, je me dis qu'est-ce que je voulais, pourquoi je suis pas avec mes enfants, quoi. C'est un espèce de tiraillement constant. Et d'ailleurs, je pense que typiquement mon mec, qui est entrepreneur aussi, qui fait une espèce de boîte en hyperscale et tout, il a beaucoup moins cette culpabilité. Alors probablement que c'est systémique, c'est ancré en moi, mais je vis une espèce de culpabilité constante que Sarah a beaucoup moins. Ouais. D'ailleurs, elle a trouvé un modèle beaucoup plus clair sur ça. Et du coup, je pense que ça fait aussi dans l'épuisement général que tu peux vivre à un moment donné. Parce que quand tu essayes d'être au four et au moulin et à peu près bon partout, et que en plus, tu as été une personne un petit peu qui veut bien faire et qui est un peu dans le bon élève, tu vois. Tu peux pas à un moment donné, tu peux pas être bon partout, et il faut à un moment donné lâcher prise. Faut faire. Sarah parle souvent du 80-20. Moi, je suis genre une 100 ou rien. Donc, si t'as pas très bien fait, tu fais pas. Ouais. Donc, et j'ai appris, alors, le concept du 80-20, tu peux nous le développer. Qui, moi, me rend folle. Qui, moi, me rend ma boule. Toc, toc. Moi, je fais rien parfaitement. Tout ce que je fais, je le fais pas parfaitement. Et en fait, c'est comme ça, c'est la manière dont je fonctionne. Et moi, je fonctionne avec plein de projets tout le temps. Donc moi, j'ai toujours des trucs un peu, des satellites, des trucs périphériques, où tu te demandes si ça sert à quelque chose, mais en fait, qui me nourrissent au quotidien. Mais alors, je fais rien parfaitement. Alors, je compte pas sur les autres pour faire à ma place, mais je me dis, en fait, ça passe, tu vois, et ça passe tout le temps, parce que rien n'a besoin d'être fait à 200 000%. Et moi, j'ai moins de culpabilisation à déléguer, et même avec mes enfants. Et il y a aussi un autre truc aussi, je pense, qui est différent, c'est que moi, je pense vraiment, j'ai aucune barrière entre ma vie pro et ma vie perso. Du coup, tout est toujours imbriqué. C'est un foutoir un peu permanent, et avec qui je vis très très bien avec. Mais je pense que le premier jour de l'entrepreneuriat, j'ai compris que ça allait être impossible. J'arrive pas du tout à couper. Mais du coup, j'ai pas de culpabilité. Je fais un peu tout le temps et ça fonctionne. Mais t'as essayé de couper au début, ou c'est finalement j'ai essayé. Mais oui, parce que elle partait en vacances, elle faisait des crises d'angoisse quand je lui demandais d'éteindre son téléphone. C'est un truc de fou. Alors que moi, je me barre en vacances, je suis là, allez, au revoir. Voilà. Mais j'ai essayé parce que j'avais le miroir d'Alexia qui arrive vachement. Non, il y a un truc que je fais grâce à Alex quand on s'est, c'est que je coupe le week-end. Donc le week-end, vraiment, c'est rare que j'ouvre. Et franchement, je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Enfin, je serais déjà morte. Tu arrives à pas regarder tes emails professionnels, à couper le week-end? Non. Alors, les emails, je réponds pas, je travaille pas. Enfin, c'est extrêmement rare. Et ça, je me souviens, quand on a monté la boîte, je comprenais pas pourquoi Alex me répondait pas le week-end. Et franchement, mais c'était le meilleur truc, le plus sain de l'histoire de l'entrepreneuriat. Donc non, le week-end, et pareil, on s'emmerde pas pendant les vacances. Enfin, on essaye en tout cas. Mais moi, j'ai pas trop de frontières. Et c'est parce qu'en effet, j'ai essayé, puis ça me va pas, en fait. Je suis malheureuse, tu vois. Comment est-ce que, entre guillemets, vous vous challengez vous-même? Comment est-ce que vous vous formez? Moi, souvent, des questions que je pose aux invités, c'est de dire, une fois que quand tu es entrepreneur ou quand tu es dirigeant, comment tu continues à être dans le coup, à te former, à t'inspirer? Enfin, vous avez des tips? Moi, j'ai ma réponse un peu. C'est-à-dire, déjà, premièrement, nous, on s'est fait coacher. Ça a été super important. C'était il y a un moment maintenant, mais c'était, je pense, super important de se dire que dans notre duo, notre cofondatrice, on
on était capable de communiquer parfaitement, qu'il n'y ait pas de rupture. Donc nous, déjà, on s'est fait coacher. On n'a pas d'advisory board. On est un peu en autosuffisance, je pense toutes les deux. Mais la vérité, c'est qu'on a un métier qui est de toute la journée discuter avec des autres, et notamment des femmes qui sont elles-mêmes dirigeantes et brillantes, ou des hommes d'ailleurs, parce qu'en fait on parle aussi beaucoup à des dirigeants qui recrutent avec nous. Donc en soi, je pense qu'il n'y a pas une journée où à la fin de la journée on vient pas, on se dit ah tiens, j'ai parlé à lui, elle, lui, j'ai eu 1000 idées, tu vois. Donc l'inspiration, on est tellement tourné vers les autres et notre environnement est tellement riche que pour le moment, on arrive plutôt bien à réussir avec ça. Après, il y a un moment, on est assez consciente de ça. On en parlait encore la semaine dernière sur justement, est-ce que tiens, on n'aurait pas un advisory board pour nous aider un petit peu et nous débloquer 2-3 points. Donc c'est évident qu'il va falloir aller là-dessus. Mais je pense qu'on est quand même dans un métier où on n'est pas en train de faire un SaaS logiciel B2B, tu vois, de notre côté, en chambre. Non, notre métier, c'est vraiment toute la journée d'être en événement, dans des cercles d'influence, avec des talents à très haut niveau. Et donc en soi, tu rencontres des gens quand même à qui tu parles de ton business et qui, d'ailleurs, tout le monde a envie de te donner son avis sur ton business. Ça, c'est quand même le truc le plus incroyable, c'est que tout le monde y va de sa petite idée, de son petit... à la fin, il faut faire le tri. Parce que, par exemple, moi, je suis une personne qui fait le tri. Donc moi, je suis plutôt... tu me donnes plein d'idées et je structure. Sarah, c'est la boîte à idées en face de moi. Donc elle me balance plein d'idées comme ça, comme la soupe au chou, tu sais, un petit peu. Et moi, je lui dis, non, ok, donc là, on met ça dans cette case, ça dans cette case, ça dans cette case. Donc ça fonctionne assez bien. C'est de l'auto-inspiration aussi. Mais du coup, il faut... en effet, on a beaucoup d'informations toute la journée et je pense que c'est vraiment très... Ça nous nourrit beaucoup, en réalité. Moi, je pense que quand même, on va avoir besoin d'accompagnement. Et donc, on en parlait. Je pense que l'advisory board, c'est super bien. Il va falloir qu'on le monte, qu'on y réfléchisse sérieusement. Parce que nous, on n'a pas levé de fonds. Donc, on n'est pas dans des cercles comme le Galion. Enfin, franchement, moi, je rêverais de passer des soirées avec des entrepreneurs qui font le même métier que moi et parler de mes problèmes. Je pense que ça nous aiderait. Mais on est bootstrap. On n'a pas trouvé un peu ce réseau-là autour de nous. On a un métier de service aussi. On a un métier de service. C'est un peu le parent pauvre de l'entrepreneuriat. C'est terrible, mais il faut quand même en parler de ce sujet. Les boîtes de service, c'est un peu le parent pauvre de l'entrepreneuriat. C'est moins sexy, ça scale moins, ça se revend moins bien. C'est voilà, les VC, alors ils s'en fichent de nous alors qu'on a plein de copains dans les VC, mais voilà, ça, donc c'est un petit peu dommage et on se sent, moi je trouve que quand même tu as raison de poser cette question parce qu'on se sent un petit peu seul. Alors la chance, Alexia l'a dit, qu'on a, c'est que toute la journée on peut parler de notre business. Il y a un autre sujet aussi, c'est que nos compagnons, je pense respectifs, sont des entrepreneurs aussi, donc on parle le soir aussi de nos sujets et mine de rien ça permet de débloquer aussi des situations parce qu'eux-mêmes l'ont vécu, parce qu'ils ont leur avis sur la question et parce que c'est des gens, c'est notre socle aussi de vie. Donc moi je trouve aussi beaucoup d'inspiration en parlant de nos problèmes aussi à la maison. À la maison, ouais. Bon, super, on a fait le job. Merci pour ta sincérité et des questions hyper pertinentes, Arnaud. C'est très agréable aussi d'avoir une présentation dès le départ qui était écoutée et comprise, parce que parfois quand tu arrives et qu'en fait on ne sait pas exactement ce que tu fais, c'est pas le plus agréable. Donc merci aussi pour tes questions. Je prends ça pour un compliment. On mettra 5 étoiles sur l'ensemble des plateformes. Merci encore mesdames, et pour ceux qui nous écoutaient, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Au revoir Sarah, au revoir Alexia. Au revoir, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.